Maintenant, je vais repartager la présentation. Je vais donner la parole à ma collègue Christelle Renaud qui va vous présenter les premiers résultats sur les ateliers d'éco-conception. Christelle, c'est à toi, elle veut parler. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup Mohamed. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant les résultats issus de ce que Mohamed vous a annoncé tout à l'heure, le lot 1 et le lot 3 du projet Eco 3 Villes. Donc pour commencer, nous allons regarder ce qui a été produit par les membres du projet sur le lot 1, à savoir des outils et des méthodes au service de l'éco-conception. Donc, j'ai cité ici tout un ensemble de personnes qui ont contribué à ce travail et que je remercie. Voilà, donc entrons d'abord peut-être par quelques définitions pour qu'on soit bien tous d'accord sur ce dont on parle. Vincent Collomb a évoqué tout à l'heure l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie. Je vais revenir un petit peu dessus pour vous préciser ces termes. Donc l'éco-conception, il s'agit d'intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le développement d'un produit avec l'objectif de réduire les impacts environnementaux négatifs, et ça sur l'ensemble du cycle de vie de ce produit. Et c'est bien pour ça que la méthode privilégiée pour l'éco-conception, c'est l'analyse du cycle de vie, parce qu'on a bien cette notion d'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, qu'est-ce que c'est le cycle de vie d'un produit ? C'est prendre en compte ces impacts de la production des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, donc avec toutes les étapes qui ont contribué à l'élaboration de ce produit. Alors, nous, on va s'intéresser au raisin et à ce qui est mis en œuvre à la vigne notamment. Et donc, on va intégrer aussi toutes les phases de fabrication des intrants, de transport, etc. Donc, c'est une méthode qui présente l'intérêt d'être multicritère, c'est-à-dire qu'elle va donner des résultats d'impact potentiel sur le plus large éventail de catégories d'impact environnemental sur lesquelles il est possible de calculer des impacts. Et puis, comme je le disais, sur l'ensemble du cycle de vie. Un petit schéma pour illustrer ça. Donc, vous voyez là, nous, au sein de l'ovale, là, on a représenté tout ce qui va entrer en jeu dans les pratiques viticoles, les intrants, les bâtiments, les machines, le carburant. Et on va, pour chacun de ces éléments, prendre en compte l'ensemble de tout le cycle de vie de ces éléments qui vont rentrer dans l'élaboration du raisin. Et on va exprimer les impacts dans deux unités, ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. C'est l'unité dans laquelle on va exprimer les impacts, à savoir l'hectare de vignes cultivées ou le kilo de raisin. Alors, dans ce projet, c'est vrai qu'on a plutôt privilégié l'expression des impacts à l'hectare, puisque travaillant avec les viticulteurs qui raisonnent leurs pratiques à l'hectare, on trouve là un moyen de discussion plus direct en exprimant les impacts à l'hectare. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans les résultats de ce premier lot ? On va trouver une démarche outillée, c'est-à-dire une démarche d'éco-conception des itinéraires de production de raisins, qui va pouvoir se réaliser grâce à différents outils. D'abord, on va réaliser cette démarche sur la base de l'évaluation environnementale des pratiques par l'analyse du cycle de vie. Donc, pour cela, Mohamed l'a cité tout à l'heure, on a élaboré une base de données des pratiques caractérisées par l'ACV et par les coûts.
Donc, c'est le premier point que je présenterai. Ensuite, on a des outils de calcul ACV qui ont été élaborés soit dans le projet, soit en parallèle par des projets parallèles comme le projet FAC-Rollcom et que je vous présenterai ici parce qu'on a jugé qu'ils étaient vraiment cohérents et complémentaires du travail de ce projet. Et donc, aussi des façons de présenter les résultats d'ACV, puisque c'est aussi un défi de présenter les résultats d'ACV qui sont complexes vis-à-vis des acteurs de terrain. Et cette démarche, on la veut participative. Donc, pour cela, il y a eu des outils qui ont dû être aussi mis au point pour permettre ce travail-là. Et enfin, applicable au terrain, applicable que les itinéraires techniques conçus soient applicables, du coup, avec un travail sur le changement d'échelle et sur l'évaluation économique, voilà, pour rejoindre les viticulteurs dans leurs préoccupations. Alors, sans plus attendre, voyons la base de données des pratiques caractérisées. Donc, il s'agit d'une liste d'opérations unitaires viticoles à la parcelle, donc 580 opérations. Alors, il y a un grand nombre qui est représenté par des traitements phytosanitaires, donc ce qui fait que ça fait beaucoup de pratiques différentes avec toutes les matières actives différentes, mais aussi tout l'ensemble des autres pratiques avec leurs impacts, les coûts économiques, dans un contexte enjeu moyen. Voilà. Et pour chaque étape, donc on a un maximum d'alternatives existantes, y compris les alternatives innovantes et on va dire actuelles, comme les engrais verts, comme des robots, comme de l'éco-pâturage. Toutes les opérations unitaires pour chaque type de pratique d'un itinéraire technique viticole sont là, caractérisées par leurs paramètres techniques, leurs impacts et leurs coûts. Donc, ça donne un fichier Excel et puis aussi des briques pour le calcul des ACV dans les outils de calcul ACV. Ça a été utilisé, vous allez le voir après, pour l'élaboration des cartes du jeu Vitipoli, dont on parlera tout à l'heure et notamment cet après-midi. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qui a été fait au niveau de la démarche d'éco-conception. Donc, il y a un petit film qui a été élaboré par Anthony Rouault qui a fait sa thèse sur ce sujet. Et sans plus attendre, on va pouvoir regarder le film. La démarche proposée par l'unité sous contrat GRAP ESA-INRA dans le cadre de la thèse d'Anthony Rouault et du projet Écotropique vise à accompagner les viticulteurs au travers d'ateliers collectifs dans la conception d'itinéraires techniques viticoles plus respectueux de l'environnement. Cette démarche a été appliquée à 2 groupes de viticulteurs déjà existants. Ces groupes ont été créés dans le cadre de la démarche nationale DEFI. Dans le premier groupe, les viticulteurs n'ont pas de structure professionnelle qui les lie entre eux. Le second groupe est quant à lui Je crois qu'on n'entend pas le film, c'est ça? C'est le son? Ah non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Les itinéraires techniques conçus doivent répondre à 2 objectifs de performance, environnementale et qualité du raisin. La performance environnementale est évaluée à l'aide de la méthode de l'analyse du cycle de vie. Cette méthode permet de quantifier les impacts potentiels d'un produit ou d'une activité sur l'ensemble de son cycle de vie. Le potentiel de qualité de raisin issu de l'itinéraire technique conçu est évalué grâce à l'expertise des viticulteurs et conseillers participant aux ateliers. Cette démarche constitue ainsi la première application du concept d'éco-quali-conception tel que défini par l'unité de recherche GRAP. L'objectif global de la démarche est de sensibiliser les viticulteurs sur l'influence de leurs pratiques sur l'environnement afin de leur permettre d'identifier eux-mêmes les leviers leur permettant de réduire l'impact à l'échelle de l'itinéraire technique. La démarche proposée s'articule en 3 ateliers de 3 heures, correspondant à 3 objectifs intermédiaires et successifs. Sensibiliser à la méthode ACV et générer des pratiques alternatives lors de l'atelier 1. Concevoir un itinéraire technique plus performant sur le plan environnemental lors de l'atelier 2. Et évaluer l'influence positive ou négative des itinéraires techniques conçus sur la qualité du raisin produit lors de l'atelier 3. La co-conception est au cœur de la démarche. Au cours de chaque atelier, des temps sous-groupes permettent de favoriser les échanges entre viticulteurs et entre viticulteurs, conseillers et chercheurs.
À l'issue de ces temps en sous-groupe, un viticulteur restitue le contenu des discussions à l'ensemble du groupe. Selon les ateliers, d'autres temps participatifs peuvent avoir lieu. Métaplan libre et collectif sur la thématique environnement à l'atelier 1, métaplan guidé en sous-groupe sur le lien pratique-qualité à l'atelier 3. Des apports de connaissances réalisés par les chercheurs peuvent intervenir à différents moments des ateliers. Enfin, il est important de souligner l'implication des 3 ateliers, le résultat des travaux en sous-groupe étant systématiquement réutilisé à l'atelier suivant. En fonction du nombre de participants, plusieurs itinéraires techniques de référence servent de cas d'étude pour la démarche. Ceux-ci ont été réalisés par différents viticulteurs de groupe lors d'un même millésime. Ils offrent aux viticulteurs un objet concret à manipuler, questionner et auquel se référer tout au long de la démarche. La lecture des résultats ACV pouvant être difficile d'accès pour des non-experts, un nouveau format de résultats a été proposé aux viticulteurs. Ce format réunit plusieurs niveaux d'information. Tout d'abord, la performance environnementale globale de l'itinéraire technique est représentée par une note sur 10. Cette note donne une idée de l'impact environnemental de l'itinéraire technique par rapport à d'autres itinéraires techniques comparables. Ensuite, les opérations techniques classées par ordre chronologique sont représentées sur l'axe vertical. Les barres horizontales représentent alors le pourcentage de contribution de chaque opération à l'impact total de l'itinéraire technique. Le détail de ces impacts étant disponible via un code couleur selon 4 catégories. Ces résultats servent de support lors de l'atelier 1 pour générer des pratiques alternatives et lors de l'atelier 2 pour évaluer en direct l'impact des itinéraires éco-conçus. Différents outils sont utilisés lors de l'atelier 2 pour assister les viticulteurs dans la conception des itinéraires techniques. Un plateau de jeu est utilisé pour poser des cartes représentant les opérations unitaires de l'itinéraire technique. Cet ensemble permet ainsi de construire physiquement l'itinéraire technique. Des livrets regroupant des informations sur les pratiques et leurs performances environnementales sont disponibles pour aider les viticulteurs dans le choix des techniques alternatives. Enfin, les performances environnementales de l'itinéraire technique créé sur le support sont évaluées en direct à l'aide d'un calculateur simplifié. Ces outils permettent d'assembler les opérations unitaires en un nouvel itinéraire technique en prenant en compte les données météorologiques, le développement phénologique de la vigne et les interactions éventuelles entre les pratiques. D'ajuster certains paramètres tels que la vitesse d'avancement du tracteur ou encore la dose de produits phytosanitaires appliqués, et d'évaluer la réduction d'impact permise par ce nouvel itinéraire technique en référence à l'itinéraire technique initial. Ces travaux vont se poursuivre dans le cadre du projet Eco3Vic avec la perspective d'intégrer la dimension économique à l'échelle de l'exploitation. D'autres déclinaisons de l'approche à l'échelle de la filière, en intégrant d'autres acteurs du territoire et le point de vue du consommateur, sont envisagés. Enfin, les supports d'animation créés au cours de cette session d'atelier pourraient être valorisés au travers d'un serious game à l'intention de la formation agricole. Voilà, donc pour poursuivre, donc là on a vu la démarche qui a été mise en œuvre qui a été mise au point puis mise en œuvre pour les ateliers d'éco-conception. Autre outil dont je voulais vous parler, ça fonctionne pas. Voilà, merci. Excusez-moi. Donc, il s'agit de l'outil de calcul d'ACV viticole VitelCI, qui est un calculateur Excel, donc qui permet aussi de réaliser le calcul des impacts environnementaux des itinéraires techniques en intégrant à la fois les phases non productives ou uniquement les phases productives, qui permet de comparer 3 itinéraires techniques et qui va intégrer l'ensemble des calculs des émissions qui se passent à la vigne. Donc, ça évite de devoir utiliser un logiciel spécialisé en ACV. Ça nécessite moins d'expertise ACV pour élaborer le calcul et ça permet d'avoir des résultats comparatifs, comme on voit là sur ce graphique produit par cet outil. Voilà. Autre sortie du projet, c'est le jeu de plateau Vitipoli qui, comme on l'a vu suite au film qui en parlait, on a avancé depuis et on a un prototype de jeu aujourd'hui qui a pour objectif d'accompagner la conception collective d'itinéraires techniques pour les viticulteurs ou les étudiants. Voilà, donc on en parlera cet après-midi.
Et puis, pour poursuivre sur les sorties du projet, c'est aussi le souhait qu'on avait de ne pas rester uniquement à l'échelle de la parcelle, mais se rapprocher aussi de l'échelle de décision des viticulteurs en regardant à l'échelle de l'exploitation. Donc, pour ça, c'est pour intégrer finalement l'éco-conception à l'échelle de la parcelle vers l'échelle de l'exploitation. On a travaillé sur des exploitations situées toujours dans le Maine-et-Loire pour la production de raisins et on a réalisé un travail en 2 étapes. Donc, il s'agit, la méthode qui a été mise au point est une approche par typologie où on va évaluer de manière peu détaillée les activités extra-viticoles de l'exploitation et de manière détaillée ce qui se passe sur les parcelles de vignes. Pour ne pas évaluer les parcelles les unes après les autres, ce qui serait un travail considérable, on a travaillé par typologie, c'est-à-dire qu'on a développé des critères qui nous permettent d'identifier les grands types de conduite de la vigne sur l'exploitation, qui s'établit au cas par cas avec chaque viticulteur au moment où on va réaliser l'inventaire de ces pratiques. Donc, concrètement, on va regarder le type dominant avec le viticulteur dans la première étape et on va voir avec lui, selon les îlots, les cépages, les vins visés, etc., est-ce qu'il a des itinéraires techniques différents. Et donc, à partir de ce type dominant, on va pouvoir décliner quels sont les itinéraires qui varient, quelles sont les variantes finalement de cet itinéraire technique. Et on va, dans une deuxième étape, voir avec lui s'il y a des situations pédoclimatiques très différentes sur son exploitation qui ne causent pas un itinéraire technique différent, mais qui pourraient, nous, pour les impacts environnementaux, avoir un effet. Et ensuite, on va localiser tous ces itinéraires techniques sur le plan de l'exploitation. Et on va réaliser l'inventaire détaillé du type dominant et puis juste des éléments qui diffèrent pour les autres types. Ce que ça donne, voilà, c'est ici sur un exemple d'une exploitation sur laquelle on a travaillé dans le projet. Vous voyez les différents types d'itinéraires techniques avec les raisons pour lesquelles il y a des itinéraires différents. Et en dessous, les impacts calculés avec le mode de présentation des impacts que vous avez vu dans le film. Et sur la gauche, le graphique représente les impacts totaux de l'exploitation avec les différents itinéraires techniques et leur surface, et en bas, la vinification, l'atelier de vinification. Et puis, à droite, on a les impacts à l'hectare des différents types d'itinéraires techniques. Donc, on voit ici assez peu de différences, mais il pourrait arriver sur d'autres exploitations qu'on puisse avoir plus d'écart entre les différents itinéraires techniques. Donc, à partir de là, on peut, vous voyez, ici, c'est un plateau de jeu qui a été mobilisé pour une séance d'éco-conception à l'échelle de l'exploitation, où on a en haut les 3 itinéraires initiaux, donc le T1, l'initial, et puis ce qui varie pour le T2 et le T3 tout en haut, et puis en bas, ce qui a été éco-conçu par les viticulteurs sur le T1, et après, on va discuter avec eux de comment on pourrait étendre ces idées d'éco-conception à l'ensemble de l'exploitation. Voilà. Et pour terminer, sur les outils ou les démarches mises au point dans ce lot 1, il y a aussi l'outil de calcul économique IPE de VIT qui sera aussi développé cet après-midi dans les ateliers. Il s'agit d'un calculateur Excel des performances économiques de la parcelle et de l'exploitation pour l'évaluation du changement de pratique aux 2 échelles et qui va permettre d'avoir un certain nombre d'indicateurs qui illustre l'effet économique du changement de pratique. Voilà, donc on a fait le panorama un petit peu de l'ensemble de ces outils. Donc je vous propose de prendre un premier lot de questions de compréhension sur cette partie outils, s'il y en a. Et sinon, on peut passer à la suite. Donc, où il peut y avoir des questions qui sont un peu plus larges, si ce n'est pas de la compréhension. C'est clair, donc c'est parfait. Alors, on va poursuivre sur le lot 3, donc la partie analyse réflexive de ce qui a été réalisé en atelier d'éco-conception.
Donc, vous avez vu sur le film comment se sont passés les ateliers. Donc, ici, quelques éléments de bilan sur la réalisation de ces ateliers. Donc, il a été organisé dans le projet 3 sessions d'ateliers. Donc, dans chaque session, on a eu 3 séances, 3 ateliers à chaque fois, comme vous l'avez vu dans le film. Donc, une première session, enfin, les 2 premières sessions ont été réalisées avec des groupes défis, en collaboration d'abord avec la Chambre d'agriculture, ensuite avec la Chambre d'agriculture et la cave Robert et Marcel. Et puis, la 3e session a regroupé des vignerons de la cave Robert et Marcel, le site de Bourgueil, et des vignerons de l'association Terravitis qui travaillent dans la même zone géographique. Voilà, donc on voit ici le nombre de vignerons qui ont participé. Donc 6V, ça veut dire 6 vignerons. Et puis 1 CT, c'est un conseiller technique. Donc ils étaient avec leurs conseillers. Et donc, voilà, on a pu travailler sur différents cas d'études qui sont des itinéraires techniques de viticulteurs du groupe. Donc, quand il y a une petite croix en face de ITK1, par exemple, ça veut dire que le viticulteur concerné était présent à l'atelier. Donc, ce qui a été quelque chose d'important, c'est que le viticulteur soit présent. On s'est aperçu que quand le viticulteur n'était pas là, parfois, c'était moins facile de travailler parce qu'il ne pouvait pas forcément expliquer pourquoi il avait fait tel ou tel choix. Et en même temps, quelquefois, ça a permis au groupe peut-être de proposer des suggestions plus ambitieuses, on va dire, en termes de changement. Parce que parfois, le fait que le viticulteur soit là, il pouvait dire non, mais ça, de toute façon, je ne veux pas le faire, de toute façon, je ne peux pas. Alors voilà, ça dépend. On a observé un petit peu les deux axes un petit peu. Alors, ces ateliers, ils ont été réalisés à plusieurs semaines d'intervalle, le temps que l'équipe puisse traiter les données pour revenir vers les viticulteurs et avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc, les réductions, on a calculé un indice global de pourcentage de réduction de l'impact agrégé, donc celui que vous voyez sur la grande barre, là, multicolore, pour chaque session. Donc, vous voyez qu'on a des pourcentages d'amélioration, de réduction environnementale qui sont quand même assez intéressants, à l'exception de l'itinéraire 3 de la session 2. Sinon, on a une moyenne qui est de 33% d'amélioration et on va jusqu'à 61%. Donc, qui est quand même quelque chose d'assez élevé. Donc, on a ici des petites fiches. Alors, je ne vais pas vous les lire en entier, mais voilà les retours qu'on a pu faire vers les viticulteurs. Des petites fiches de résultats qui expliquent un petit peu à quoi sont dues les diminutions d'impact, où elles se situent. Et on a aussi pu calculer la réduction d'IFT. Vous voyez, par exemple, sur l'itinéraire 1, on a diminué l'IFT de moitié. Le coût a aussi pas mal diminué. Le temps de travail, par contre, a un petit peu augmenté, puisqu'il y a eu un peu plus de travail manuel. Et le temps de travail mécanique, un tout petit peu aussi. Voilà. Sur l'itinéraire, sur les 3 itinéraires, on peut voir un petit peu le même type de résultat. Alors, on a pu aussi observer au cours de ces ateliers quels étaient les éléments qui encourageaient plutôt au changement ou qui constituaient vraiment des freins. Et notamment, on voit que c'est les aspects économiques qui ressortent beaucoup, notamment autour de l'investissement sur des nouveaux matériels qui pouvaient être représenter pour les vignerons des raisons d'hésiter à aller vers ces solutions, mais aussi des questions organisationnelles autour de la disponibilité des compétences ou de la disponibilité de la main-d'œuvre. Alors, si on regarde un petit peu avec recul quels sont les points forts et les limites de ces ateliers à l'échelle de l'itinéraire technique annuel, on voit que le mode de présentation des résultats a permis d'identifier directement les pratiques en cause, de comprendre les impacts à travers les différentes catégories d'impact et du coup de prendre conscience de tout ça pour les vignerons.
le plateau de jeu et les cartes ont été des outils utiles pour manipuler différentes échelles imbriquées, les pratiques, les techniques, les paramètres, et puis visualiser l'enchaînement des pratiques sur l'ensemble de l'itinéraire pour pouvoir penser des interactions potentielles entre les pratiques. Et le fonctionnement des ateliers a permis d'intégrer les objectifs des viticulteurs, de libérer aussi des verrous techniques en réduisant les asymétries de connaissances entre viticulteurs et chercheurs, et dans les deux sens, hein, c'est pas quelque chose de descendant, et de transmettre des informations complexes. Par exemple, les comparaisons de cuivre avec les molécules organiques, engrais organiques et commerciaux, etc. Voilà. Donner des clés de communication aux vignerons aussi sur les enjeux et sur leurs choix. Par contre, on a noté que la méthode ACV a beaucoup orienté forcément les choix de modification vers les hotspots, c'est-à-dire les points chauds environnementaux qui ont pu être identifiés par la méthode, qu'il y avait aussi un besoin de démonstration sur la faisabilité technique et économique des pratiques les plus innovantes pour que les vignerons s'engagent avec confiance vers ces pratiques. Donc, on est bien dans une conception d'itinéraire pas à pas où on va avancer progressivement. Et puis, l'échelle parcelle est peut-être une échelle qui limite un peu l'intégration des critères économiques et organisationnels, ce qui fait qu'on a après aussi essayé développer le travail à l'échelle de l'exploitation. L'échelle annuelle aussi limite le recours à des pratiques pérennes innovantes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait être testé à l'avenir. Alors, si on regarde sur l'échelle ferme, du coup, ce qui a pu être fait en utilisant la typologie pour identifier les opportunités et les contraintes liées aux pratiques, au changement de pratique. Donc ici, on a un exemple de l'exploitation qui a été travaillée sur la troisième session au troisième atelier. Donc, on a identifié toutes les parcelles de l'exploitation et on a pu, avec les vignerons, identifier des éléments de contrainte. Ici, par exemple, en gris, on a le gel. C'est eux qui ont situé ces différents éléments. Les éoliennes, où est-ce qu'ils ont mis de l'aspersion contre le gel? Les contraintes liées au type de sol, les questions aussi de distance par rapport au siège de l'exploitation, qui font que l'adoption des itinéraires techniques éco-conçus pouvait être plus ou moins possible dans une zone ou dans une autre de l'exploitation. Ici, une exploitation qui a 3 îlots de parcelles, avec des distances qui sont matérialisées ici, ou par exemple, pour aller avec un pulvérisateur confiné, pouvoir traiter l'ensemble de l'exploitation, ça n'était pas possible sans avoir du coup un deuxième pulvérisateur, etc. Voilà. Donc, on a pu aussi voir des éléments ponctuels sur la carte. Donc, ces ateliers à l'échelle de l'exploitation, ils nous ont permis, grâce au travail sur la carte, de mettre en évidence ces contraintes naturelles et organisationnelles, d'identifier des opportunités de changement. Les viticulteurs voisins se sont identifiés parce qu'ils ont le même cadre de contraintes, hein, ils sont sur le même territoire. On a pu regarder le système dominant et les autres types pour identifier les variations puis les quantifier. Et puis, ça a facilité la compréhension de l'ensemble du système d'avoir cette carte et de travailler comme ça. Alors, on a par contre vu que dès lors qu'on va aller vers le changement de pratique, la typologie initiale des différents types d'itinéraires techniques qu'on avait identifiés sur l'exploitation va se complexifier quand on va vouloir changer les pratiques. On risque d'avoir encore plus de types et du coup, ça peut être plus compliqué aussi à gérer pour le viticulteur. Alors, les limites, certaines contraintes ne sont pas localisables par zone, par exemple l'orientation des rangs, des choses comme ça. On n'a toujours pas les pratiques pérennes là-dessus. On ne peut pas identifier non plus des possibilités comme le remembrement, des choses comme ça. On peut en parler, mais voilà. Ça ne permet pas facilement d'aborder la mise en place d'actions collectives, comme la lutte contre le gel, la confusion sexuelle, etc., si
l'ensemble des acteurs du territoire ne sont pas présents. Là, on avait des viticulteurs qui n'étaient pas tous de cette commune-là. On pouvait l'évoquer, mais on ne pouvait pas avoir une discussion pour prendre des décisions ou des orientations. Pour augmenter les marges de manœuvre, il faudrait prendre en compte des évolutions réglementaires aussi et de potentielles incitations financières, l'augmentation du prix de la bouteille. Voilà, c'est des éléments qui ont été soulevés comme étant, qui pourraient être pris en compte à l'avenir. Alors, pour porter un regard un petit peu distancié sur l'ensemble, on peut regarder le degré d'innovation des itinéraires techniques éco-conçus. Dans le triangle SR, efficience, substitution, reconception, où on voit un petit peu quels sont les degrés de changement de pratique, on se situe sur les 2 premiers étages, même si on sait qu'il faut un besoin fort. On a besoin d'un fort niveau de rupture pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Ici, dans ce projet, on était plutôt sur de l'évolution de pratique que sur de la reconception de système. Donc, on a vu qu'on avait des éléments qui étaient potentiellement limitants sur le degré d'innovation, le besoin de recul sur la faisabilité technique et économique des pratiques pour les viticulteurs. L'objectif de conception était là fixé par les chercheurs, donc il pourra être intéressant à l'avenir aussi de fixer ensemble avec les viticulteurs l'objectif de conception pour la conception des nouveaux itinéraires. Et puis, l'objet conçu étant annuel, voilà, on a une limite aussi de ce côté-là. Ceci dit, on a des gains observés qui sont quand même de 33% et jusqu'à 61% sur ces itinéraires techniques. Donc, le projet a permis d'outiller efficacement l'éco-conception participative, d'établir des démarches à 2 échelles, des gains environnementaux potentiels de l'ordre de 33%, d'amener les acteurs à intégrer une dimension environnementale large dans leur réflexion technique. Alors, en cours aujourd'hui, suite à ce projet, on a l'application de ces outils et ces méthodes dans d'autres contextes, avec des projets qui nous amènent à accompagner des collectifs d'AOC, des interprofessions pour l'évolution de pratiques. Donc, on utilise l'ACV, l'éco-conception à l'échelle du territoire. Et puis, en cours et à venir, c'est la mise à disposition du terrain de ces avancées aussi avec le jeu Vitipoli et l'outil Excel VitalCI. Alors, il y a un certain nombre de publications scientifiques aussi qui sont sorties du lot 1 et 3, donc je ne vais pas détailler ici, et qui doivent encore se poursuivre. Il y a encore des publications qui sont en préparation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, s'il y a des questions de compréhension, je peux les prendre aussi. Sinon, on va pouvoir passer à la table ronde. On a quelques questions concernant l'ACV. Oui. Comment avez-vous sélectionné vos paramètres pour vos ACV? Pourquoi et comment calculez-vous l'effet de certaines pratiques sur l'eutrophisation des eaux de surface, par exemple? Alors, comment ont été sélectionnés les indicateurs? Donc, on a essayé de prendre un maximum d'indicateurs disponibles dans les méthodes ACV. Après, pour ne pas avoir une batterie trop importante d'indicateurs, on a éliminé certains indicateurs pour lesquels la viticulture était vraiment peu contributrice. Donc, je pense par exemple, alors qu'est-ce qu'il y avait? Par exemple, les radiations ionisantes ou des choses comme ça. Alors, comment on calcule, par exemple, l'eutrophisation? Alors, l'ACV, c'est une méthode qui fonctionne à partir de modèles. Donc, on va, nous, inventorier les pratiques réelles réalisées sur le terrain par les viticulteurs. Donc, d'abord, quelles sont les conditions au niveau du sol, du climat, etc. Donc, on va avoir besoin de ces informations-là pour les calculs. Et puis, qu'est-ce que le viticulteur a comme pratique d'entretien des sols? Qu'est-ce qu'il a apporté comme fertilisant? Et puis, ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles d'émissions directes, c'est-à-dire, avant de calculer les impacts, on va calculer les flux émis vers l'environnement. Donc, on va calculer les flux d'azote, on va calculer les flux de phosphore, donc qui participent à l'eutrophisation.
Donc ça, à partir des intrants qui ont été apportés et à partir des caractéristiques du terrain. Est-ce que la pente est importante? Est-ce qu'on a une érosion forte du fait des types d'entretien des sols, par exemple? Et à partir de là, quand on a calculé les flux d'azote et de phosphore qui vont se retrouver potentiellement dans les eaux de surface, eh bien, la méthode choisie pour le calcul de l'ACV va, elle, quantifier les impacts à partir de ces substances, de ces quantités de substances. Il y a un facteur de caractérisation pour chaque substance qui correspond à sa, entre guillemets, gravité ou son pouvoir eutrophisant. Et du coup, on a un résultat de l'impact eutrophisation qui est calculé comme ça. Voilà. D'accord. Autre question sur la CV. Pourquoi est-ce un problème de s'orienter sur les hotspots? Alors, c'est-à-dire que là, de la manière dont on a présenté les résultats, en fait, ce sont les pratiques, les quelques pratiques qui ressortaient comme les plus fortement contributrices qui ont été ciblées. Et on n'a pas forcément regardé pu raisonner spontanément dans son ensemble par l'itinéraire en se disant, par exemple, ah ben là, dans l'ensemble de l'itinéraire, c'est la consommation de carburant qui pose problème, par exemple. On a plus vu, ah ben là, c'est le traitement numéro 4 qui pose problème parce qu'il est très impactant. Donc, c'est peut-être un petit peu ça qui a pu orienter l'éco-conception sur certaines pratiques en particulier et peut-être un petit peu moins sur une vision d'ensemble. Donc, avec l'outil VitalCA de calcul, on a cette approche plutôt sur des grandes masses comme la consommation de carburant ou les émissions liées au carburant ou l'ensemble de la consommation de pesticides, par exemple, qui permet de raisonner un petit peu différemment. Je pense que les deux approches sont complémentaires et il peut être intéressant justement d'avoir ces deux manières d'aborder la question. Voilà. J'espère que ça répond à la question qui était posée. Une question pour savoir si des actions non agricoles étaient recherchées, par exemple le système de consigne des bouteilles pour lavage et réutilisation. Alors en fait, là, on s'est focalisé sur les itinéraires techniques viticoles, donc c'est arrêté à la récolte du raisin. Donc tout ce qui est après travail en cave ou emballage, matière sèche, logistique n'a pas été abordé dans ce projet. Évidemment, ce sont des points très intéressants et très importants et on sait que l'impact de la bouteille de verre est très fort sur l'impact final d'une bouteille de vin. Mais là, les travaux qu'on a menés ne portaient que sur les pratiques à la vigne. Voilà. D'accord, peut-être une dernière question. Certaines exploitations étudiées étaient-elles en agriculture biologique? Oui. Il y a eu 2 exploitations en viticulture biologique, dont une en biodynamie, si je ne me trompe pas. Voilà. Sur l'ensemble, 2 ou 3. Voilà. Okay. Merci, Voilà. Christelle, Merci pour cette présentation et toutes ces réponses. Merci aussi aux personnes qui ont posé leurs questions. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le chat pour poser des questions. On va les reprendre au fur et à mesure où l'occasion se présente.